Bonjour, dans ce webinaire UnicoPro. Cette réunion a comme objectif de vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un investissement en LMNP sous bail commercial, d'identifier les points de vigilance liés à cette gestion très particulière et découvrir comment UnicoPro peut vous accompagner pour sécuriser et pérenniser votre investissement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes réunis ce soir pour ce webinaire. L'objectif sera très très simple et peut se résumer en une phrase. Vous n'avez pas acheté un bien immobilier classique, mais vous avez acheté un bien d'investissement. Je me présente, je suis Eric Bertorello. Je m'appuie sur deux expertises solides construites au fil des années. Je suis à la fois président de l'association NicoPro depuis 10 ans, je suis diplômé d'un bachelor responsable en affaires immobilières et je suis fondateur d'une société dédiée à l'accompagnement des copropriétaires dans toutes les étapes de la revente. Cette société s'appelle Semafa Invest. J'investis dans l'immobilier depuis près de 30 ans et particulièrement en immobilier classique, mais aussi en immobilier sous LMNP. La première des choses qu'il convient de vous expliquer, c'est le bail commercial, sa spécificité et son fonctionnement. Lors d'un achat ou LMNP, vous avez souvent acheté en VFA et vous n'avez pas de gestion avec un futur locataire comme un étudiant, une résidence de tourisme ou une résidence senior. C'est une société qui est responsable de cette gestion. Cette société est votre locataire, votre preneur à bail, et c'est généralement appelé un exploitant de résidence gérée. Le bail vous garantit le paiement des loyers sur 12 mois, quelle que soit l'occupation ou la vacance locative. C'est un gros avantage du bail commercial. Contrairement à de l'immobilier classique, il ne s'agit pas d'un bail locatif signé directement entre vous et le destinataire du bien, mais bien la société qui va exploiter votre bien, et ce point-là est vraiment important à comprendre. Vous avez dans ce petit schéma une vision de tous les partenaires, toutes les parties prenantes et tous les acteurs d'une résidence gérée. C'est souvent assez complexe à comprendre, c'est souvent assez complexe à retenir qui fait quoi. On va essayer d'aller bulle par bulle pour essayer de vous donner des indications. Vous avez donc acheté ce type de bien, soit en première main, soit en seconde main. Si vous l'avez acheté en première main, vous avez fait appel à un promoteur. Lors de la vente, ce promoteur était très souvent gestionnaire et syndic. Ensuite, vous avez un exploitant qui est votre preneur à bail. L'exploitant est la société avec laquelle vous signez le bail commercial. Cet exploitant vous paye votre loyer défini par le bail commercial. Les montants de ce loyer sont contractuels, sont indexables et un bail commercial est en général signé pour une période de 9 ans. Dans une résidence gérée, vous avez, par exemple, en résidence étudiante, des étudiants. Ces derniers payent leur loyer à la société de gestion, d'exploitation, et non pas directement à vous. Vous avez une autre relation avec les finances publiques, vous payez, vous, la taxe foncière. Vous avez une relation avec ce que l'on appelle un syndic de copropriété pour payer vos charges de copropriété et vous faire rembourser les charges locatives. Les charges locatives sont payées et normalement remboursées par le preneur à bail, c'est-à-dire l'exploitant. Et vous avez aussi dans cette vision de résidence gérée, besoin d'un expert comptable, notamment pour toute la gestion de la TVA. Le bail commercial, l'impact sur la rentabilité, puisque vous avez mis en place un système qui est un petit peu différent de l'immobilier classique. Il a pour but de vous sécuriser le loyer. Normalement, si tout va bien, vous n'avez aucune carence locative. Une rupture de bail est plutôt avantageuse pour le preneur, c'est-à-dire l'exploitant. Elle est plus difficile à mettre en œuvre pour le bailleur que vous êtes. Si vous voulez rompre ce bail, vous devez une indemnité d'éviction à votre preneur à bail, c'est-à-dire que vous devez lui payer en général, et on va essayer de raccourcir un peu, une somme qui est équivalente à 2 années de loyer. J'ai mis un petit exemple, vous avez souvent des indemnités d'éviction qui sont calculées pour des résidences de service avec des loyers de 4 à 5 000 euros par an, de l'ordre de 10 000 à 20 000 euros. Donc c'est une somme qu'il faut considérer si vous voulez rompre ce bail.
Cette somme peut bien entendu déséquilibrer la rentabilité, elle n'était pas prévue. Le bail n'est pas non plus prévu pour être rompu, donc attention à cette clause-là d'indemnité d'éviction que peu de personnes connaissent, ou certaines personnes se disent, dans certains cas, je vais pouvoir y éviter. Les cas sont très très rares. Les solutions possibles, donc, l'exploitant peut décider lui aussi de son côté d'abandonner, mais il n'entraîne pas de paiement d'indemnité d'éviction comme pour vous. Et là, le problème du renoncement vis-à-vis de l'exploitant, c'est que vous avez une perte immédiate des revenus et sans aucune compensation. Donc, conséquence pour l'investisseur, le bail commercial peut dans certains cas bloquer l'investisseur en le mettant dans une situation un petit peu difficile pour sortir du contrat. Mais si vous choisissez ce type d'investissement immobilier, vous devez, en théorie, connaître tous les contours du bail commercial. Le bail commercial, et je l'expliquais tout à l'heure, est accompagné d'une durée. En général, la durée du bail est une période de 9 ans. Ce que peu de personnes savent aussi, c'est que tous les 9 ans, vous devez vous mettre autour de la table pour discuter de la suite à donner à cet engagement contractuel que vous avez pris avec un preneur à bail. Vous avez la possibilité donc de discuter, d'échanger, de remettre certaines conditions sur la table des négociations. C'est un moment important, c'est un moment où il vaut mieux être solidaire, et c'est la difficulté, le challenge des résidences de service. Vous avez des investisseurs qui sont dans toute la France, qui ne se connaissent pas et qui malheureusement très souvent ne se parlent pas. Très peu de personnes se rendent physiquement aux assemblées générales. Donc il est difficile de se regrouper, de faire une petite cohésion pour aller négocier face à votre exploitant. La recommandation, c'est vraiment, vraiment trouver tous les moyens pour pouvoir faire un petit groupe de travail avec les copropriétaires afin de constituer un bloc, quitte à ce bloc même vous faire défendre et demander à une entité comme une société ou une association de vous aider lors du renouvellement, parce que si vous êtes individuellement en face d'un exploitant, ou si vous êtes regroupé avec une seule voix, il sera beaucoup plus facile pour vous de vous faire écouter, de vous faire entendre par un exploitant si vous avez quelqu'un qui vous représente et qui représente le collectif de votre résidence. Les demandes courantes d'un exploitant au bout de 9 ans, elles sont de différents types. Il peut y avoir une demande de nouveau bail, c'est-à-dire que là, l'exploitant va vous dire, on efface tout ce que nous avions décidé les 9 précédentes années, on réécrit un bail et on repart d'une feuille blanche. Ou vous avez aussi ce que l'on appelle un renouvellement de bail. Dans le cadre du renouvellement de bail, souvent il est discuté de deux points assez importants, le loyer et les travaux, sur la remise en état des parties privatives. Et on constate ces dernières années une tendance assez marquée de la part des exploitants à vous demander des baisses de loyer pour essayer, bien entendu, de maintenir leurs marges qui parfois ont été mises un petit peu à mal avec des périodes de crise économique comme le Covid. Donc ces dernières années, on a très souvent on aperçoit beaucoup de renouvellements qui se font et qui sont accompagnés de baisses de loyer. Ces baisses de loyer vont de 5 à 15%. Dans certains cas très critiques, on a vu des baisses de loyer de 40%, sachant qu'une baisse de loyer dans l'immobilier géré va vous mettre malheureusement une baisse de la valeur et de l'estimation de votre bien immobilier. La deuxième partie qui est discutée lors d'un renouvellement, c'est vos parties privatives. En général, il n'y a pas eu de travaux pendant 9 ans. Le bien a été exploité, il a été exploité en tourisme, il a été exploité en senior, il a été exploité en étudiant. Le mobilier, la peinture est juridiquement parlant vétuste, et tous les exploitants vont vous demander de faire un effort financier pour renouveler vos parties privatives. C'est assez peu connu, c'est surtout pas trop indiqué lorsque vous achetez ce type de bien, mais sachez que tous les 9 ans, vous avez une vétusté avérée de vos parties privatives, et donc il va falloir d'une façon ou d'une autre discuter avec l'exploitant
pour remettre un petit coup de jeune sur ces parties privatives qui sont le fonds de commerce de l'exploitant. Donc, en résumé, la durée, vous avez sur ce slide la durée d'un bail, 9 ans, la sécurité du loyer, l'indemnité d'éviction, nous en avons parlé, les travaux, les entretiens aussi, la flexibilité, le risque, flexibilité peu importante pour le bailleur que vous êtes, et surtout, surtout, ne pas oublier la stratégie de négociation tous les 9 ans lors du renouvellement par le biais d'un regroupement des bailleurs qui est vraiment notre conseil. Les engagements que vous avez pris lors de cet achat, si vous avez fait un achat en VFA, c'est un petit peu différent d'un achat en seconde main. Si on va parler plutôt d'un achat en VFA et puis on vous donnera les éléments sur la seconde main, vous avez à choisir sur une déclaration de TVA. Est-ce que vous voulez être en exonération de TVA ou au forfait? En général, vous avez tous déclaré que vous vouliez une TVA, ce qui fait que l'État vous a remboursé la TVA sur ce type d'achat qui représente à peu près 20%. Donc, vous avez acheté votre bien hors taxe et non pas TTC. Par contre, vous aviez une contrepartie. Vous deviez maintenir l'activité et votre bail pendant 20 ans. Cet engagement est possible d'être cédé si vous vendez au bout de 9 ans, par exemple. Vous vendez avec un transfert d'universalité de TVA et votre acquéreur va récupérer cet engagement au niveau du Trésor public. Il est important de savoir que les notaires doivent être bien au courant de cette clause-là dans la rédaction de l'acte final. Un autre élément de TVA, c'est l'élément de TVA. Si vous étiez sous TVA, il faut que vous reversiez la TVA que vous recevez au niveau des loyers mensuels. Un autre aspect de ce type de bien, c'est souvent ces biens étaient liés à des engagements défiscalisants, notamment les derniers qui étaient en cours, qui n'ont plus cours, qui ont été arrêtés, c'était l'engagement de Censi-Bouvard. Cet engagement, certains d'entre vous ont peut-être encore cet engagement. Là, vous avez une option défiscalisante sur cet achat et cet achat vous permet de réduire vos impôts sur le revenu. Vous ne pouvez pas transférer cet engagement. C'est-à-dire que si vous avez acheté avec une option défiscalisante de Censi-Bouvard, si vous décidez de vendre avant 9 ans, vous devez rembourser à l'État votre avantage fiscal. Exemple, vous vendez au bout de 5 ans, vous avez économisé des impôts sur le revenu pendant 5 ans, l'État va vous demander de rembourser ces 5 années d'avantages fiscaux que vous avez eus. Donc attention sur l'avantage fiscal, il n'est pas transférable lors d'une vente. À l'inverse, si vous avez acheté et que vous avez choisi l'option qui n'est pas l'option défiscalisante, mais l'option de l'amortissement, vous pouvez vendre à n'importe quel moment. Vous achetez le bien l'année dernière, vous n'avez pas d'option défiscalisante, vous êtes en amortissement, vous pouvez le revendre l'année prochaine. Les engagements, donc en résumé, les engagements de TVA et les engagements fiscaux, nous en avons parlé, vous les voyez résumés à l'écran. Un est transférable, l'autre n'est pas transférable. Un point qui est aussi très très peu connu, c'est qu'est-ce que vaut le bien immobilier en résidence gérée et comment valorise-t-on un bien immobilier en résidence gérée? Il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame entre un bien immobilier classique, vous achetez un appartement en plein centre de Paris et vous allez le gérer vous en location, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier classique. À l'inverse, dans cette réunion, nous parlons de biens immobiliers sous bail commercial et la différence entre les deux typologies est assez importante en termes de valorisation. Cette distinction entre les deux méthodes est très très peu connu et souvent les personnes vont chercher sur Internet avec des outils de valorisation aujourd'hui quel est le prix de mon appartement. J'ai un 20 mètres carrés en plein centre de Lyon dans le 7e. Vous allez sur des sites de comparaison immobilière et vous allez avoir des comparaisons d'immobilier dit classique, ce qui n'est pas du tout le même calcul que sur l'immobilier en bail commercial. L'immobilier classique est valorisé avec une méthode que l'on appelle méthode comparative. C'est une méthode utilisée qui va vous déterminer en gros un prix au mètre carré. Vous avez un quartier, vous avez une exposition, vous avez un étage, vous avez des prestations. Tout ceci entre dans le calcul. On prend un petit peu aussi les 3 dernières années au niveau des ventes de notaires pour déterminer quelle est la valeur moyenne et quel est le prix marché de votre bien immobilier. Et vous aurez ainsi, comme ça, une estimation avec la méthode dite comparative.
Malheureusement, cette méthode dite comparative n'est pas du tout utilisée dans le cadre du bail commercial, dans le cadre de la résidence gérée. Dans le cadre de la résidence gérée, la seule chose qui compte, c'est la rentabilité que vous allez offrir à un acquéreur vis-à-vis d'un achat potentiel. Cette méthode dite de rentabilité, elle est basée sur les revenus que vous allez générer moins les charges de votre bien immobilier. On va prendre votre loyer hors taxe annuel, on va prendre vos charges de copropriété en enlevant les charges dites locatives, on va ajouter votre taxe foncière et on va obtenir une rentabilité brute. Cette rentabilité brute va déterminer avec un pourcentage le prix de votre investissement. Un autre élément viendra en ligne de compte, pondérer positivement ou négativement cette méthode de rentabilité, c'est un petit peu l'image de marque de votre exploitant. Si vous avez un exploitant très très bien coté, les prix seront assez bien calculés. Si vous avez un exploitant qui brille par des problèmes, c'est le cas de certains exploitants aujourd'hui en France, votre prix va être dégradé vis-à-vis de cette notoriété qui n'est pas bonne. Je l'ai expliqué, vous avez tout le détail ici, donc de l'immobilier classique au prix du mètre carré, à l'immobilier ici en bail commercial, et on va aujourd'hui avoir une rentabilité brute qui va être demandée à peu près de 4 à 4,5 à 5%. Et vous avez un petit calcul ici, vous avez un achat de 100 000 euros, vous avez un loyer, vous percevez un loyer annuel hors taxe de 4 500 pour afficher une rentabilité brute de 4,5%. La rentabilité nette, on ira enlever la taxe foncière et les charges, ce qui descendra la rentabilité à 3,8%. Pour être dans le marché aujourd'hui, il faut au minimum à offrir une rentabilité de 4,5% à un acquéreur potentiel. Vous avez dans cette slide une petite évolution du marché depuis quelques années. Malheureusement, le gouvernement français n'aime pas bien le LMNP et principalement dans le LMNP le Airbnb. Donc on a des mesures chaque année au niveau des lois de finances quand elles sont votées qui viennent un petit peu dégrader l'image du LMNP. Et vous pouvez voir que nous sommes passés il y a à peu près 5 ans avec des rentabilités à afficher à 3,6% jusqu'à 4,30 aujourd'hui, 4,50. Et vous voyez bien que l'impact sur le prix net vendeur, quand il y a 5 ans, vous deviez offrir une rentabilité à 3,6%, vous étiez à un prix environ pour un loyer de 3 500 euros hors taxe à un prix net vendeur de 82 000 euros. Aujourd'hui, à 4,30 et même peut-être moins, vous êtes plus proche des 69 65 000 euros. Donc vous avez une décote de la valeur de votre bien qui est assez importante et qui souvent n'est pas compris par les détenteurs de ce type de biens immobiliers. Malheureusement, d'année en année, nous constatons que la rentabilité augmente vis-à-vis de la demande des acquéreurs et par définition et mathématiquement parlant, votre prix net vendeur, lui, de son côté, diminue. L'estimation, donc je le disais, dépend aussi de la réputation de l'exploitant, de la période du bail. Il est important aussi de savoir que vous avez des baux de 9 ans et dans ces baux de 9 ans, vous avez des périodes plus ou moins propices à la vente. Je vous ferai voir un petit résumé tout à l'heure. Et vous avez aussi l'impact des charges locatives. Est-ce que vous avez un bon conseil syndical sur la résidence? Est-ce que ce conseil syndical va travailler sur l'amélioration et l'optimisation des charges? Est-ce que vous n'avez pas une taxe foncière qui est un petit peu surévaluée vis-à-vis de votre résidence? Tous ces points-là vont être des points qui vont venir dans le calcul de l'estimation de votre bien. On parle d'un bien sur 9 ans. Les 3 premières années sont les années propices pour vendre. Vous offrez de la visibilité à un acquéreur. À partir de la 4e année jusqu'à la 6e année, vous offrez moins de visibilité, c'est logique. Et à partir de la 7e année, un acquéreur peut vous dire, je n'ai plus trop de visibilité sur la durée de votre bail, puisqu'il va prendre fin, je ne sais pas quelles vont être les conditions de renouvellement. Et donc, en général, quand on n'a pas de visibilité, on demande de gommer les risques par une augmentation de la rentabilité. Je vous parlais de 4,5%, on va aller jusqu'à 6% sur une fin de bail, ce qui va, là aussi, mathématiquement, descendre votre prix net vendeur.
En résumé, donc, de tout ce qui a été dit sur l'estimation, la méthode qui est différente de l'immobilier classique et qui crée beaucoup de frustration, l'impact d'une baisse de loyer a un impact direct sur la valorisation et les moins-values et les surélévations initiales. Souvent, ces biens ont été vendus à la base un petit peu plus cher que le prix du marché, surtout quand nous étions dans le cadre de défiscalisation parce que vous aviez de la défiscalisation, vous aviez du remboursement de TVA, donc vous aviez un certain attrait pour ce type de produit, et certains promoteurs en ont profité un petit peu pour augmenter les prix. Ce qu'il faudra retenir aussi, l'impact sur la durée du bail, la qualité de l'emplacement, la stabilité du loyer, le contexte économique du marché. Si vous avez de l'étudiant, est-ce que vous êtes aussi dans une zone où il y a beaucoup d'étudiants? Si vous n'êtes pas dans une zone où il y a beaucoup d'étudiants, votre exploitant va avoir du mal à remplir une résidence d'étudiants s'il n'y a pas un bassin d'université. Et vous avez des obligations et des charges à prévoir qui sont souvent ignorées, charge en cours de bail, charge au terme du bail des 9 ans sur le renouvellement de bail. La revente. La revente de ce type de bien, pour les personnes qui l'ont acheté en seconde main, vous l'avez connu, c'est un marché très très spécifique, un marché très particulier. On ne vend pas ce type de bien sur le bon coin comme on peut vendre un appartement en plein centre de Lyon. On vend ce type de bien par l'intermédiaire de professionnels. Ces professionnels sont des mandataires. Il y a une vingtaine de sociétés aujourd'hui sur le marché français. Il y en a 5 leaders qui se partagent 90% du marché. Et il vaut mieux s'adresser à ces personnes-là, s'adresser à ces mandataires-là, que d'essayer de vendre soi-même ou avec des agences immobilières qui peuvent ne pas connaître, pour certaines, la spécificité du bail commercial. Donc vous allez avoir des déconvenus si vous n'êtes pas bien entouré, si vous n'êtes pas bien accompagné. D'où l'importance vraiment d'avoir une expertise et d'avoir un accompagnement pour vous aider dans ce type de démarche. La revente de ce type de bien se fait par différentes sociétés que vous pouvez voir ici, et je le disais, avec un accompagnement très particulier, et on vous conseille vraiment d'avoir ce type d'accompagnement pour vous aider à répondre à toutes vos questions et éviter surtout les pièges. Les plans stratégiques de l'année 2026 vis-à-vis de l'association, ils sont maintenant clairs et définis depuis 2 ans. Nous essayons de vous apporter des conseils avant l'achat, avant votre investissement. Nous vous apportons des conseils pendant votre investissement et aussi nous vous donnons beaucoup, beaucoup d'informations tout au long de l'année. Nous organisons des webinaires mensuels pour vous apporter ce type d'informations que je vous apporte aujourd'hui sur des points qui sont parfois ignorés, parfois non communiqués lors de l'achat. Vous avez aussi peut-être oublié ce qu'on vous a dit, donc on est là pour vous aider, pour répéter certaines choses qui sont des fondamentaux de votre investissement. Les actions stratégiques de 2026, donc Unico Pro s'attache vraiment à vous aider, vous accompagner. Nous avons, lors des 10 dernières années, mentionné toutes ces actions dans un livre blanc. Il est téléchargeable sur notre site. Il fait état de maintien de loyer, revalorisation de biens, rappel de remboursement de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, qui sont des éléments qui sont au profit de votre rentabilité. Tentez, quoi qu'il arrive, de maintenir cette rentabilité que vous aviez signée au départ. La surveillance des indexations sur les loyers, est-ce que votre exploitant indexe bien les loyers? La renégociation des crédits bancaires qui peuvent avoir généré pour certains de nos adhérents 1500 euros d'économie par an. Et tous ces efforts vont vous aider à préserver une rentabilité souvent attaquée si vous n'êtes pas bien armé et si vous n'êtes pas informé. Tout cela au regard d'une cotisation qui représente 110 euros sur votre investissement et qui peut être passé dans votre comptabilité comme charge de cet investissement. Donc on essaye d'être à vos côtés, on essaye de répondre et de vous apporter de l'information au quotidien par rapport à tous ces éléments qui sont, je le rappelle, souvent très peu connus, oubliés et parfois jamais communiqués. En conclusion, investir dans l'immobilier sous bail commercial présente des spécificités. On vous a dit quand vous achetiez ce type de bien, vous n'avez rien à faire, vous allez être passif, on se charge de tout, on se charge des locataires. Attention, c'est quand même un bien.
sur lequel vous devez être très, très informé d'où vous mettez les pieds, quel est le contexte juridique du bail commercial, très souvent oublié, et qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Et si vous souhaitez conserver ce bien ou revendre ce bien, un spécialiste est essentiel vraiment pour optimiser votre investissement au moment de la revente. Et grâce à notre expertise, nous vous offrons un suivi personnalisé à chaque étape pour vous faire gagner du temps, pour vous faciliter la vie, pour vous apporter de l'information par rapport à tout ce qui peut être actualité économique, notamment les différentes lois de finances, l'impact des lois de finances sur ces biens, et ça va vous faire gagner en efficacité et surtout en rentabilité. Vous avez ici les coordonnées de l'association et donc vous avez notre téléphone et notre email. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et surtout si vous souhaitez nous rejoindre en tant qu'adhérent. Vous aurez beaucoup, beaucoup de contenu tout au fil de l'année. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.